Au large, un navire à la silhouette futuriste. Un bâtiment de commandement high-tech, à la fois porte-hélicoptère géant et navire amphibie. Cette silhouette massive impressionne souvent. Il est énorme. Ce navire, le deuxième bâtiment le plus grand derrière le porte-avions Charles de Gaulle, a gagné ses galons lors d'opérations militaires les plus complexes et les plus dangereuses de ces dernières années. Sa force, une incroyable polyvalence qui lui permet de remplir un large spectre de missions. C'est vraiment un couteau suisse pour la marine française, un moyen très polyvalent. Nous allons découvrir ce qui se cache derrière ce porte-hélicoptère, capable de s'approcher tout près d'une zone hostile et de mener des opérations amphibies avec une efficacité redoutable. Et comment le navire se transforme en port de pleine mer pour accueillir les plus grosses barges de débarquement. C'est comme rentrer avec sa voiture dans le garage, sauf que la voiture fait 12 mètres de large, 30 mètres de long, 200 tonnes, et le garage, aussi bien que la voiture, bouge. Performance supplémentaire. Malgré sa taille de titan des mers, ce navire reste d'une incroyable maniabilité grâce à un équipement révolutionnaire. Le BPC est le premier et le seul bâtiment de la Marine nationale équipé de pod. Ce géant abrite un bateau amphibie unique au monde. Mais aussi un hôpital ultramoderne, taillé pour une ville de 30 000 habitants. La surface de cet hôpital est vraiment exceptionnelle et unique sur les bâtiments de la Marine française. Nous découvrirons comment la technologie permet aux hélicoptères d'atterrir sans aucune visibilité. C'est un navire exceptionnel, un concentré de technologie. Nous irons sous la surface pour découvrir une arme secrète qui facilite la phase la plus dangereuse pour un hélicoptère, l'appontage. Découverte ultime, le lieu le plus protégé et le plus sécurisé, là où seules entrent les personnes accréditées secret défense. Nous avons été exceptionnellement autorisés à embarquer sur ce navire de tous les records, le Tonnerre, capable de mener toutes les opérations militaires de la guerre moderne. Bienvenue à bord d'un bâtiment de guerre hors norme. Au cœur de sa flotte, la France possède un outil indispensable pour sa défense et sa sécurité nationale. C'est le BPC, pour Bâtiment de projection et de commandement. Liban, Libye ou mer de Chine, ce navire remarquable est sur tous les théâtres d'opération. Deux machines sur règlement 120. Ce porte-hélicoptère géant est aussi un navire d'assaut amphibie aux capacités uniques au monde. La France possède 3 BPC, le Mistral, le Tonnerre et le Dixmude. Le premier a été mis en service en 2006. Après le Mistral, premier de sa génération, ont suivi le Tonnerre en 2007 et le Dixmude en 2012. La France a remplacé ses transporteurs de chaland et de débarquement vieillissants par ses bijoux de technologie. Ils sont 2 fois plus gros que leurs prédécesseurs. Ils sont taillés pour la guerre moderne. Aujourd'hui, débarquer des troupes sur un théâtre d'opération nécessite des moyens maritimes et un soutien héliporté conséquent. Ces 3 navires d'assaut amphibies remplissent parfaitement cette mission. Ils possèdent une capacité d'emport encore jamais atteinte. Nous avons embarqué sur le Tonnerre pour comprendre les formidables capacités de ce colosse d'acier. Sa silhouette singulière le rend immédiatement reconnaissable. C'est une sorte de gros rectangle sur l'eau, un gros pavé qui avance sur l'eau. Le BPC, c'est un navire aux dimensions exceptionnelles. Il impressionne effectivement par ses mensurations hors normes. De bâbord à tribord, il mesure 32 mètres de large et avec ses 200 mètres de long, il est grand comme 2 terrains de football. Ce champion combat assurément dans la catégorie poids lourd. Sur la balance, il affiche 22 000 tonnes, un titan des mers. Le BPC se classe juste derrière le porte-étendard de la marine française, le Charles de Gaulle. Et donc on a le porte-avions à 40 000 tonnes, le BPC est à 22 000, et les bateaux en dessous sont généralement pas au-delà de 10 000 tonnes. Ce géant d'acier domine aussi l'horizon. Il culmine à plus de 64 mètres au-dessus de la mer, soit un immeuble de 14 étages. Sous l'eau, sa coque s'enfonce à plus de 6 mètres de profondeur.
Le Tonnerre dépasse l'Arc de Triomphe et il est 2 fois plus gros que son prédécesseur. Cette silhouette massive montre beaucoup de capacités militaires et qui impressionne souvent. Le navire a le physique de l'emploi. La silhouette, elle est expliquée par les fonctions de ce bateau. Le pont est tout plat pour pouvoir accueillir un maximum d'hélicoptères. Il est énorme pour pouvoir accueillir des bateaux à l'intérieur, les engins amphibies. Et pour avoir toutes les infrastructures pour accueillir un hôpital, un état-major et faire la maintenance des véhicules et des hélicoptères que nous accueillons. Il est un des seuls navires au monde à accomplir autant de missions. C'est un outil qui est exceptionnel car il est polyvalent. La particularité du BPC, c'est sa capacité à répondre à de nombreuses sollicitations. Du haut du spectre, avec des engagements terrestres de haute intensité, projeter des troupes au sol pour mener des combats en zone contestée, comme répondre à des sollicitations d'aide humanitaire, de soutien aux populations. Le BPC est capable de mener toutes ces missions sur toute la largeur du spectre d'engagement militaire. Les Français découvrent le BPC Tonnerre en septembre 2017. Après le passage de l'ouragan Irma, l'île de Saint-Martin est entièrement dévastée. La France mobilise sa carte maîtresse, ce navire extraordinaire, seul capable d'être à la hauteur du drame. Le Tonnerre réussit l'exploit de projeter dans un temps record et à plus de 6000 km de la métropole, son hôpital de bord, plus de 500 hommes, 1200 tonnes de fret et une centaine de véhicules. Des moyens exceptionnels pour répondre à l'urgence de la crise. Mais le BPC n'est pas qu'un navire humanitaire. Il est taillé avant tout pour la guerre, avec comme priorité les opérations amphibies. Un concept qui naît au moment du débarquement en Normandie durant la Seconde Guerre mondiale. 6 juin 1944, 42 000 péniches débarquent 156 000 hommes sur les plages normandes pour se lancer à l'assaut des défenses allemandes. L'amphibie, c'est ce qu'on a dans le jour le plus long. C'est des chalands qui arrivent, qui débarquent sur la plage et des troupes qui s'en vont, des véhicules qui s'en vont sur la plage et qui ensuite vont faire leur tâche qui est plus dévolue à l'armée de terre sur la terre ferme. Aujourd'hui, les marines capables de mettre en œuvre des forces amphibies font partie d'un club assez restreint. On y trouve nos principaux alliés, la marine américaine avec les US Marines et la marine britannique avec les Royal Marines. Il faut ajouter la Russie et la Chine dans ce club. En tout, seulement 5 nations sont capables de projeter une force d'intervention par voie maritime. L'amphibie est sans aucun doute l'opération militaire la plus complexe qu'une armée ait à maîtriser. L'opération amphibie consiste à changer de milieu, arriver du large pour mettre en œuvre en zone littorale des combattants. Et c'est ce changement de milieu qui est un défi en soi en termes de compréhension de ce qui se passe à terre alors qu'on est en mer. En guerre, débarquer hommes et blindés directement dans un port ennemi est impossible. En conséquence, il faut transborder des milliers d'hommes et leurs chargements sur des chalands en pleine mer. Récifs, vagues, sable sont pour eux autant de pièges mortels, tout aussi redoutables que le feu ennemi. Le BPC résout ces défis par des solutions technologiques révolutionnaires. Première prouesse, le bateau est capable de se transformer en port de pleine mer. L'arrière du Tonnerre est occupé par un immense entrepôt appelé radier. Le radier, en fait, c'est une sorte de grand hangar de 15 mètres par 60 mètres environ, donc c'est-à-dire la taille d'une piscine olympique, voire un peu plus. C'est ce radier qui se métamorphose à volonté en port intérieur. Il peut accueillir jusqu'à 4 chalands de débarquement. Autre avantage, à bord du BPC Tonnerre, on charge hommes et blindés à l'abri de la coque, aussi simplement qu'à terre.
Lorsque le BPC est en transit, le radier est à sec. C'est un grand hangar sec dans lequel l'ensemble de la batellerie est posé. La batellerie est vraiment posée au sol, on dit qu'elle est échouée. Pour sa transformation en port intérieur, le Tonnerre est doté du même système que sur les sous-marins. Il possède 2 grosses soutes appelées ballastes, situées à l'avant et à l'arrière du navire. Ces ballastes, d'une capacité totale de 10 000 m3, sont remplis sur mesure pour alourdir le bateau. Il peut s'enfoncer sur toute sa longueur jusqu'à 2 mètres dans l'eau. Grâce à ce système de ballastage, la porte arrière du BPC se retrouve sous la ligne de flottaison. En ouvrant la porte, l'eau de mer rentre et remplit cette fameuse grande plage ou radier. Une manœuvre très délicate. L'inclinaison du navire doit être maîtrisée au degré près. Cette opération est réalisée en un temps record. 30 minutes suffisent pour mettre à l'eau toute la batellerie. Cette opération de ballastage nécessite des pompes aux dimensions impressionnantes pour pouvoir mettre en œuvre ces chalands dans les plus brefs délais. Ces pompes sont au nombre de 4. 2 petites se situent à l'avant, 2 plus puissantes se situent à l'arrière. Elles alimentent les ballastes grâce à des conduites énormes de presque 1 mètre de circonférence. Cet ensemble de pompes est d'une puissance phénoménale. Combinées, elles aspirent 15 000 m3 d'eau par heure. Il ne leur faudrait que 10 minutes pour remplir le bassin d'une piscine olympique. L'immense radier du navire peut accueillir 2 types de bateaux amphibies. Les chalands de transport matériel, ou CTM, et les engins de débarquement amphibie rapide, les EDAR. Le CTM est robuste et tout-terrain, mais il souffre d'un inconvénient majeur, un rayon d'action très faible qui oblige le Tonnerre à s'approcher tout près des côtes et ainsi à s'exposer aux tirs ennemis. Son rayon d'action limité est dû à son manque de vitesse. Son fond plat, qui lui permet de s'approcher au plus près de la plage, est très peu hydrodynamique. La marine a dû chercher une solution. Un bateau amphibie capable à la fois d'aller vite, loin et longtemps, tout en gardant la capacité de se poser sur la plage. Alors avec le BPC, on a l'EDAR, l'engin de débarquement amphibie rapide, qui est un catamaran qui lui a une capacité transhorizon. On peut le mettre à l'eau au-delà de l'horizon et avec sa vitesse, il permet d'envoyer des troupes et des véhicules rapidement à une longue distance. Et c'est ce qu'on a largement gagné depuis le débarquement et puis depuis ces dernières années. Mis en service en 2011, l'EDAR est l'extension indissociable des navires d'assaut amphibies. La Marine nationale dispose de 4 EDAR. Leurs performances les rendent indispensables aux opérations de débarquement. En effet, ils vont 4 fois plus vite que le chaland. L'EDAR, c'est un engin 30 mètres de long, 12 mètres de large, 200 tonnes et 4 moteurs qui alimentent des hydrojets, les mêmes que sur un scooter des mers, mais beaucoup plus gros puisqu'on a un total de puissance de plus de 7000 chevaux. À pleine puissance, l'EDAR est un bolide qui transporte 80 tonnes à plus de 60 km/h. De plus, cette Formule 1 des mers se transforme en 4x4 près de la plage. La principale innovation de l'EDAR, c'est qu'au milieu, il y a une plateforme qui, elle, peut bouger et qui permet d'avoir 2 positions principales. Une première en catamaran, donc les 2 coques sont dans l'eau et on peut aller vite et longtemps. Et une autre position avec la plateforme qui est basse, nous sommes donc là en chaland, et qui permet d'aller au plus près des plages puisqu'on a très peu de coques finalement qui est dans l'eau. Pour passer en mode chaland, l'EDAR abaisse sa plateforme centrale de 4 mètres. Il diminue ainsi son tirant d'eau, c'est-à-dire la partie immergée de sa coque qui passe de 2,40 m à seulement 80 cm. Il est le seul au monde capable d'une telle métamorphose. Et ses qualités ne s'arrêtent pas là. Il est aussi extrêmement maniable. C'est particulièrement appréciable quand il doit rentrer dans le ventre du Tonnerre.
Avec ses dimensions imposantes, l'opération est périlleuse. Alors rentrer avec les dards dans le radier, c'est comme rentrer avec sa voiture dans le garage, sauf que la voiture fait 12 mètres de large, 30 mètres de long, 200 tonnes, et le garage, aussi bien que la voiture, bouge puisqu'ils sont soumis aux éléments météo. Affirmatif. Donc juste avant la phase d'enradiage, le pilote est tout seul dans sa cabine. Il a devant lui un mur, le BPC, de 30 mètres de haut, et il doit arriver dedans calmement, mais assez rapidement pour pas trop subir les éléments. On a l'impression dans la cabine d'être dans un appareil de Star Wars, puisque c'est un engin qui est extrêmement réactif, extrêmement manœuvrant. Cette réactivité est indispensable car entre les dards et les parois du radier, il n'y a que 50 cm de chaque côté. La moindre erreur pourrait avoir des conséquences dramatiques. La phase la plus critique, c'est quand l'avant de l'EDAR a commencé à rentrer, puisqu'à ce moment-là, s'il y a un mouvement du BPC ou de l'EDAR qui n'est pas synchronisé, eh bien simplement l'EDAR va venir s'écraser contre le BPC et risque d'endommager fortement la coque. Le pilote peut s'appuyer à la fois sur l'aide de son équipage qui le guide, qui vont lui donner les distances en latéral. Il va également s'aider des personnels qui sont dans le radier, qui vont également lui donner des indications. Et enfin, il se fie à son propre sens du pilotage et à des repères qu'il peut avoir dans le radier. Le pilotage est très fin, puisqu'il faut à la fois sentir son engin, sentir le BPC qui lui-même a ses propres mouvements, et enfin sentir la météo globale qui influe sur le comportement des deux. L'une des conditions du succès d'une opération amphibie, c'est la rapidité d'exécution. L'incroyable vitesse de l'EDAR est l'une des clés de la réussite. Une technique d'embarquement révolutionnaire en est une autre. Son nom, le porte-à-porte. La porte à l'arrière qui sera ouverte et la porte des différentes embarcations vient se poser dessus et on débarque les véhicules, le personnel, les troupes par cette porte. Pour cette opération, le BPC utilise uniquement ses ballasts arrière, ce qui a pour effet d'enfoncer seulement la poupe du navire. Le radier se retrouve alors exactement au même niveau que la mer. Les portes des navires amphibies reposent sur l'arrière du géant, comme il le ferait sur un quai. La capacité exceptionnelle de cette ouverture permet de débarquer des engins lourds. Elle pourrait même supporter un colosse comme le Charles Leclerc et ses 60 tonnes. L'immense avantage de cette technique, c'est d'accélérer le rythme des rotations sans les risques de l'embarquement dans le radier. Cependant, la manœuvre requiert une parfaite coordination entre les bâtiments. Le moindre faux pas, et c'est un équipement précieux qui se retrouve au fond de l'océan. Pour éviter ce genre de drame, le tonnerre doit garder une vitesse et un cap constant. Cette technique n'est permise que grâce à l'exceptionnelle manœuvrabilité du navire. Qu'est-ce qu'on appelle manœuvrabilité? C'est la capacité du bâtiment à évoluer facilement, donc à tourner rapidement sur lui-même ou à être passé d'une forte vitesse, d'une vitesse importante à une vitesse faible. Voilà, c'est la capacité à changer d'allure, de route, de façon très rapide. Pour comprendre l'agilité surprenante de ce mastodonte, il faut aller sous l'eau. Là se cachent deux moteurs articulés que l'on appelle des pods. Les pods sont des moteurs électriques auxquels on attelle des hélices et qui sont sur des nacelles immergées sur l'arrière du bâtiment. Imaginez donc deux sous-marins, deux petits sous-marins de poche. Ces sous-marins peuvent s'orienter sur 360 degrés. Ces pods sont une révolution. Deux simples joysticks suffisent à les orienter. Ce moyen de propulsion permet de s'affranchir du système qu'on retrouve sur tous les bateaux du monde de cette taille, c'est-à-dire le système d'une ligne d'arbre qui traverse la coque sur une longueur significative. Sur un navire classique, la ligne d'arbre qui relie les hélices au moteur empêche ces hélices d'être orientées. Il faut donc diriger le navire grâce à un gouvernail. Sur les 3 BPC en service, les moteurs électriques de 7000 kW sont situés directement dans les pods. Les hélices deviennent indépendantes, les bateaux sont faciles à manœuvrer.
Quant à l'électricité nécessaire au pod, elle est produite par 3 gros moteurs diesel de 6400 watts chacun qui alimentent une véritable centrale électrique. La salle des machines, maintenant, elle est à l'avant du bateau. Les machines produisent de l'électricité. Cette électricité alimente le pod. Donc, seul un câble électrique relie les machines au pod. C'est un autre avantage des pods. En s'affranchissant des lignes d'arbres et en transférant la salle des machines à l'avant, le Tonnerre, comme le Dixmude et le Mistral, bénéficie d'un radier bien plus grand. Une fois n'est pas coutume, c'est l'ingénierie civile qui a servi les militaires. On a pu bénéficier des atouts des chantiers de l'Atlantique qui ont construit ce bâtiment en utilisant une technologie qui était employée sur d'autres navires. Les chantiers navals de Saint-Nazaire, forts d'un savoir-faire reconnu mondialement, ont été les premiers à expérimenter les pods sur les paquebots géants en 2001. On s'est aperçu que cette propulsion électrique par pod était très adaptée à notre cœur de métier qu'est l'amphibie. À ce jour, les 3 BPC sont les seuls navires de la marine française à posséder ce système si innovant. Ils ont également bénéficié de techniques de construction en vigueur dans l'aéronautique. Les tranches des navires ont été construites simultanément puis assemblées sur un seul site. Cette technique d'assemblage par tranche possède un immense avantage. Une vitesse d'exécution record qui a permis de diminuer les délais de construction de 4 à 3 ans. Malgré leur performance, les pods ne suffisent pas à expliquer la maniabilité extraordinaire de ce colosse de 22 000 tonnes. Le Tonnerre dispose d'un second système de propulsion. Ce sont les propulseurs d'étrave, 2 hélices situées à l'avant du navire. La combinaison des propulseurs d'étrave et des pods rendent ce géant des mers aussi facile à manœuvrer qu'un simple bateau de plaisance. C'est un immense avantage dans toutes les manœuvres de précision, comme entrer et sortir des ports. C'est comme si vous conduisiez une voiture capable de mettre ses roues à 90 degrés pour faire le créneau le plus aisé possible. La maniabilité considérable du BPC au regard de sa taille offre un autre avantage de choix. Positionner au mieux le navire quand la météo s'en mêle. Les courants, le vent, les vagues rendent très vite les manœuvres amphibies dangereuses. Pour atténuer leurs effets, il existe une solution, positionner le navire face à la houle et au vent. L'avantage d'être face à la houle, c'est que sur l'avant du bateau, la houle va casser. Sur l'arrière du bateau, la houle n'existera pas. Le bateau va protéger l'approche des engins de la houle. Le BPC va agir comme le ferait un rocher ou une île. Et dès que le vent change et vient de travers, le navire, grâce à la mobilité de ses pods, va très rapidement se repositionner pour faciliter les manœuvres. Des opérations possibles si certains seuils de vent ne sont pas dépassés. Au-delà, les vagues se creusent, les risques d'accident sont trop grands. On peut avoir un vent de face de 25 nœuds, ce qui représente 45 km/h. Un vent sur les côtés ou sur l'arrière de 15 nœuds. On peut avoir une houle jusqu'à 80 cm. 25 à droite. 2 degrés à gagner. Le système de propulsion du BPC est tellement performant qu'il offre à la marine une nouvelle possibilité tactique qui révolutionne les manœuvres amphibies. Elles sont désormais plus simples, plus rapides et surtout plus sécurisées. Cette tactique innovante a pour nom l'autoposition. Prenez les pods et les propulseurs d'étrave. Ajoutez-y un GPS, ajoutez-y des automates et un système informatique. L'ensemble de ces éléments nous permettent de dire au BPC, dorénavant, tu prendras ce point comme référence et tu t'y tiendras. Aux manettes, plus personne. Le GPS transmet des informations de position au système informatique qui oriente automatiquement les pods. Ainsi, le navire peut maintenir sa position indéfiniment. Plus besoin de jeter l'ancre. C'est une petite révolution, ça nous permet de nous approcher des côtes
d'être statique en permanence et si toutefois une menace arrivait, de s'éloigner rapidement de la menace sans avoir à relever l'ancre, ce qui prend un certain temps. La technologie a donné une toute autre dimension aux opérations amphibies. Mais au-delà de ces innovations, la taille unique du Tonnerre lui permet de pousser au plus loin ses performances. Avec 37 000 m² répartis sur 11 ponts et ses 2 hangars géants, il bénéficie d'une capacité exceptionnelle. Il peut recevoir sans peine une centaine d'engins dans son hangar, situé juste au-dessus du radier. D'une surface de 3600 m², cette plateforme est tellement grande que l'on oublierait presque que l'on est sur un bateau. Si ce n'est qu'ici, tout est solidement arrimé. Les mouvements sont orchestrés au millimètre par un équipage aguerri. Et pour éviter que s'accumulent des gaz d'échappement hautement toxiques, de puissants systèmes de ventilation renouvellent l'air en permanence. Le bâtiment accueille des engins, mais aussi des hommes. Il peut transporter jusqu'à 450 militaires, soit un bataillon complet. À cela, il faut ajouter les marins qui assurent au quotidien son bon fonctionnement. L'équipage d'un BPC, c'est 200 marins, hommes et femmes, de différentes spécialités, qui ont acquis un savoir-faire amphibie et qui leur permet de mettre en œuvre cet outil remarquable. 200 marins d'un état-major embarqué peuvent également y trouver place. Au total, le BPC peut héberger jusqu'à 900 militaires. C'est vraiment une petite ville, mais qui est toute seule, qui ne peut pas faire appel à l'extérieur, qui doit se débrouiller en autonomie. Une autonomie indispensable pour projeter une force au plus près d'une zone de conflit. Le Tonnerre peut parcourir 18 000 km et rester 45 jours en mer. Il est capable de parcourir des distances immenses sans avoir à ravitailler. Et il est capable de soutenir les forces qu'il embarque pour leur permettre, elles aussi, de tenir dans le temps. Dès la conception, ce bâtiment de guerre a été pensé selon les standards en vigueur sur les paquebots de croisière. Avec une zone de vie de 9000 m², le navire prend soin de ses hommes. Cuisine, frigo, stockage, tout est à la mesure de la taille hors norme de ce navire. La zone de vie est tout confort. Seule exception, quand le navire est au maximum de ses capacités d'emport, les hangars se transforment alors en campement. En guerre, les opérations les plus complexes, les plus exigeantes, sont sans aucun doute les opérations amphibies. Parce qu'elles se déroulent dans 2 milieux différents, la mer et la terre, avec des contraintes radicalement opposées, et parce que souvent elles sont menées à des milliers de kilomètres du centre de commandement. Alors pour l'armée, il est évident qu'une des conditions pour gagner la bataille est de positionner l'état-major au plus près du terrain. L'état-major de force navale reste au contact des éléments, et c'est important pour lui permettre, au-delà de la proximité géographique, d'appréhender et de conduire l'action dans les meilleures conditions possibles et imaginables. Et là encore, le Tonnerre offre une solution unique. Il abrite en son cœur un centre de commandement aussi performant que ceux existants à terre. Nous avons été exceptionnellement autorisés à pénétrer dans ce lieu, la zone la plus sensible du BPC. Derrière ces lourdes portes blindées, 200 officiers de haut rang appartenant aux 3 corps d'armée préparent les opérations dans le plus grand secret. Aucun écran, aucun document, aucun moyen de communication ne doit être filmé. Ici, tout est classé secret défense. Doté des moyens de communication les plus pointus, via une liaison satellite cryptée, il peut communiquer simultanément avec la force navale qui l'entoure, les troupes à terre, le ministère de la Défense situé à des milliers de kilomètres, ou même l'Élysée. Des kilomètres de câbles courent le long de ces coursives et relient les 600 postes informatiques de la zone état-major. Ce centre n'est pas placé au hasard dans le navire. Sa position est stratégique.
La coque du navire bloque naturellement les ondes électriques et électromagnétiques. Elle fait office de cage de Faraday. Le fait qu'elle soit au milieu de la ferraille que représentent les bateaux, eh ben, les ondes émises par les ordinateurs, les VHF, tous ces moyens de transmission, ne peuvent pas traverser la coque du bateau. Donc elle est abritée des oreilles indiscrètes, mais aussi des bombes, obus, balles que pourrait tirer l'ennemi. La force du Tonnerre réside dans sa capacité à se positionner près du champ de bataille tout en restant en sécurité. Cet avantage lui permet de remplir une mission plus inattendue. C'est un navire hôpital puisque les forces que nous projetons à terre, il faut être en mesure de soigner des blessés en combat. C'est un navire qui embarque donc des chirurgiens, des généralistes, des anesthésistes capables de soutenir nos troupes au sol. Cet hôpital va être effectivement au plus proche des zones de combat ou de catastrophe, tout en étant à une distance de sécurité et sous protection de la force, qui permet de soigner à l'abri des combats. L'hôpital se situe au niveau 5, juste en dessous du pont d'envol. Il est d'une surface totale de 1000 m² et compte 69 lits médicalisés. L'équivalent de l'hôpital d'une ville de 30 000 habitants. L'évacuation des patients sur le terrain se fait le plus souvent par hélicoptère, qui vont arriver au pont d'envol du BPC, où une équipe médicale va les attendre pour les prendre en charge. Un ascenseur relie le pont directement à l'hôpital et facilite la prise en charge rapide des blessés. Vous allez avoir une première salle de déchocage qui correspondrait aux urgences de votre hôpital, où on va trier les patients en fonction de la gravité de leurs blessures, pour les amener ensuite soit vers les blocs opératoires, soit la salle de radio. L'évacuation de l'hôpital du BPC n'est pas de conserver ces patients. On va faire la chirurgie vitale et une fois qu'ils seront en condition d'être évacués sur une structure plus importante, on va évacuer ces gens pour garder de la capacité à accueillir de nouveaux blessés. Avec 2 blocs opératoires, une salle réservée aux grands brûlés, ce navire-hôpital présente les mêmes exigences, les mêmes normes, le même matériel qu'un grand hôpital à terre. Une véritable performance. Il faut bien voir que la capacité exceptionnelle des BPC ne se retrouve pas ailleurs dans la marine, si ce n'est sur le Charles de Gaulle, qui a en gros les mêmes capacités pour soutenir son personnel et son détachement, mais dans une surface beaucoup moins importante. La surface de cet hôpital est vraiment exceptionnelle et unique sur les bâtiments de la marine française. Navire-hôpital, centre opérationnel et port en pleine mer, le Tonnerre est un navire de guerre et avant tout et même surtout un héliport sur l'eau. Il possède un pont d'envol d'une surface totale de 5200 m². 6 spots d'appontage sont répartis sur les 200 mètres de sa piste d'un seul tenant. Il peut recevoir tous les hélicoptères en service dans l'armée française, ainsi que ceux des forces de l'OTAN. Son spot 1, situé à l'avant du navire, a été renforcé jusqu'à supporter 27 tonnes pour recevoir les hélicoptères les plus lourds du monde et même l'avion hybride, le MV-22 Osprey. À ce jour, c'est le plus grand porte-hélicoptère jamais conçu pour la marine française. Sa taille témoigne de l'importance qu'ont pris les opérations aéroportées dans la guerre amphibie. L'aéronaval a énormément progressé depuis la Seconde Guerre mondiale. Les porte-avions n'ont plus rien à voir avec ceux qui sortaient à ce moment-là. Et effectivement, le porte-hélicoptère a pris toute sa dimension, le soutien direct des troupes de façon très finement coordonnée. Le BPC est capable de projeter des forces armées par hélicoptère pour mener des actions d'aérocombat au-dessus de la Terre. Il est capable de projeter des forces à terre pour mener des opérations de combat au sol avec les troupes embarquées. Pour mettre en œuvre sa force maritime, le BPC Tonnerre a su trouver des solutions technologiques uniques.
Pour sa force aéroportée, il a dû affronter de multiples défis et concevoir des solutions innovantes. Être un héliport flottant implique des contraintes à la mesure des avantages considérables qu'il apporte. Alors, être un aéroport sur l'eau, c'est plus compliqué que d'être un aéroport sur terre, puisqu'on est forcément sur un mobile, donc quelque chose qui va bouger, quelque chose qui est petit par rapport à un aéroport standard. Et donc on évolue avec des machines dans des espaces restreints. Sur l'eau, tout est plus compliqué qu'à terre. Première difficulté, l'espace restreint sur le pont. Par manque de place, mais aussi pour éviter qu'une vague trop forte ou qu'une bourrasque soudaine ne les renverse, les hélicoptères sont entreposés dans un hangar de 1800 mètres carrés, situé juste en dessous du pont d'envol. Il faut donc bouger en permanence les hélicos. Problème, il n'est pas si facile de déplacer ces bijoux technologiques. Tout ce qui est aéronautique, c'est extrêmement fragile et ça coûte extrêmement cher. Donc il faut absolument éviter de faire de la casse. Surtout pour ne pas mettre en péril la mission qui va être demandée à l'hélicoptère. Vous devez le manœuvrer comme une caravane, en fait, sauf que vous imaginez que votre caravane elle pèse 7 tonnes et que ça, il faut rajouter les mouvements de la mer, les mouvements de la plateforme, donc ça monte, ça descend. Les manœuvriers ne quittent jamais la bête des yeux. Et tous obéissent au doigt et à l'œil de l'un d'entre eux que l'on surnomme le chien jaune. Un chien jaune, en fait, c'est un surnom qui a été donné au directeur de pont d'envol. Alors chien parce que sur le pont d'envol, pour la sécurité, on crie beaucoup après les gens, parce qu'avec le bruit des rotors et les casques de protection, les gens ont tendance à pas trop nous entendre. Donc on aboie en fait, donc du coup comme les chiens, et comme on a des maillots jaunes, c'est les chiens jaunes tout simplement. Le Tonnerre peut accueillir dans son hangar un maximum de 16 hélicoptères. Leur nombre dépend bien sûr de leur taille. Car entre la petite Gazelle et le Puma, leur dimension varie du simple au double. On a un hangar qui fait 1800 mètres carrés, ce qui est très grand, mais en fait non, qui est tout petit. Puisque dès que vous mettez 6, 7, 8 machines à l'intérieur, c'est un Tetris qu'il faut savoir aménager pour à la fois pouvoir bouger les hélicoptères, à la fois garder de l'espace pour que les équipes de sécurité, en cas de sinistre, puissent circuler, pour pouvoir ménager éventuellement un espace de maintenance pour dépanner un hélicoptère qui est en panne. Et il faut penser aussi que quand on a fini la journée, le lendemain on repart. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire ce Tetris intelligemment pour pouvoir se faciliter le travail de la remontée des machines sur le pont d'envol pour les vols d'après. Sur un bâtiment de guerre, chaque minute compte. Alors, pour que les hélicos gagnent au plus vite le pont d'envol, le Tonnerre est doté d'un équipement hors norme. Pas une, mais 2 plateformes élévatrices sont en action. Avec une poussée maximale de 13 tonnes chacune, elles sont capables de mettre en œuvre tous les types d'hélicoptères en service dans l'armée française. La plateforme la plus petite se situe sur le côté gauche du bâtiment. Ses dimensions, 18 mètres sur 6,50 mètres de large. La plus grande se trouve à l'arrière. Sa taille, 15 mètres par 15, lui permet de monter un hélicoptère avec ses pales ouvertes. Un gain de temps essentiel quand on l'attend en opération. Mais c'est une manœuvre de haute précision. Car il n'y a que 20 cm seulement entre le montant des portes et les pales si fragiles. Nous, l'hélicoptère, il n'est pas carré. Vous avez le rotor. Et le rotor, il oscille plus ou moins selon les mouvements et avec le vent. Et parfois, c'est un peu tendu selon l'état de la mer. Il faut faire attention, être aux aguets, imaginer le pire pour pas que ça arrive, quoi. Faut pas s'habituer, en fait. Les plateformes élévatrices sont mises en œuvre par un système hydraulique de câbles et de poulies qui lui garantissent une robustesse à toute épreuve. 2 minutes 30 suffisent pour que l'hélicoptère monte jusqu'à sa piste. Après cette première difficulté pour manœuvrer les hélicos, deuxième problème, le manque de place. Si le pont d'envol ressemble à n'importe quel héliport à terre, avec sa piste et sa tour de contrôle, ne vous y trompez pas. Cet héliport flottant est bien plus petit. Et qui dit moins de place, dit plus de risques. On peut avoir un hélico juste devant, un autre juste derrière, du personnel et du matériel sur le pont. Il suffit d'une intervention technique sur un aéronef pour que le pont soit vite embouteillé. Et avec plusieurs appareils, les risques d'accident sont au maximum. Et on a le vert à tous les spots et on fera partir 6, 5 et 3.
Alors ici, les procédures de décollage et d'atterrissage sont bien différentes de celles utilisées à terre. On ne fait pas décoller ou atterrir en simultané. On préfère laisser toujours un petit moment de décalage entre un atterrissage et un décollage pour que le souffle des hélicoptères ne vienne pas perturber l'autre hélicoptère qui va manœuvrer. Dès que l'hélicoptère a pris suffisamment d'altitude, il translate du pont vers la mer. Ceci pour une raison bien précise. On va éviter autant que possible à des hélicoptères de survoler le pont d'envol, de survoler du matériel, du personnel. Parce qu'en cas d'avarie de l'hélicoptère qui décolle, les conséquences pourraient être catastrophiques. Sur ce type de bâtiment, il y a une procédure pour tout. En cas d'avarie moteur ou de dommages graves causés par les tirs ennemis, l'hélico est dirigé sur le spot 6, situé à l'arrière du navire. Donc c'est un spot qui est facile entre guillemets d'accès puisqu'en fait il va pouvoir approcher dans l'axe du bâtiment, se poser tout droit dans un espace qui est dégagé. Ça permet aussi, si jamais on doit arriver à la situation extrême du crash, de préserver au maximum le BPC en lui-même puisqu'on va essayer de localiser le sinistre le plus en arrière possible du bateau pour sanctuariser ce qui se passe à l'avant. Piloter et surtout atterrir en mer, c'est plus compliqué qu'à terre. En plein jour et surtout de nuit, le ciel et la mer se confondent, ce qui complique l'appréhension du relief. On est très haut sur l'eau, on se pose sur un sol qui n'est pas au niveau du sol environnant et on n'a pas d'arbres autour de nous, pas de bâtiments qui nous servent de repère pour descendre. Donc on arrive, on se pose sur un pont qu'au final on voit assez peu. L'habitacle de l'hélico aggrave la situation pour le pilote. Plus on s'approche, plus ce qu'on voit va être masqué par l'hélico en lui-même. Un hélico, comme une voiture, il y a une planche de bord avec des instruments devant nous. Ça prend de la place et ça masque ce qui est près de nous. Alors le BPC possède une technologie qui lui vient en aide et qui évite qu'il se crache sur le pont. C'est l'IPD pour indicateur de pente de descente. C'est une boîte qui ressemble à R2D2, avec dans le cylindre un système de lampes et de miroirs. Et le dôme supérieur, c'est un dôme en verre. Et via ce dôme est projeté un faisceau qui fonctionne comme des feux tricolores. Ce faisceau de guidage est composé de 3 couleurs, orange, vert et rouge. Si le pilote est trop haut, il va voir un faisceau orange, ce qui lui indique qu'il ne descend pas assez vite. En revanche, si le faisceau est rouge, le pilote doit corriger sa descente pour éviter de percuter le pont. Il faut voir le vert pour avoir la bonne pente de descente. Ce faisceau lumineux est stabilisé pour que justement, même si le bateau bouge, ce faisceau-là reste stable dans la descente de l'hélicoptère. Ainsi, malgré les mouvements du bateau, le faisceau indique toujours une pente de 4 degrés. Arrivé près du pont, c'est au tour du chien jaune de prendre le relais des lumières de l'IPD. L'atterrissage se complique vite si les conditions météo sont mauvaises. En mer, le vent est beaucoup plus fort qu'à terre. C'est un vrai danger pour les manœuvres aériennes. Le risque d'une perte de contrôle est toujours présent. En mer, on a effectivement beaucoup moins de phénomènes de ralentissement du vent du fait de la végétation, du relief, parce que la mer est globalement plate. On va arriver aux limites physiques de ce que peut faire l'hélicoptère. Et pour une fois, le physique du tonnerre n'est pas un avantage. Il a des flancs qui sont très hauts et verticaux. Du coup, quand on a le vent qui vient de travers, le vent vient buter comme sur le mur d'une maison et passe au-dessus du bateau et engendre beaucoup de turbulences. Le porte-hélicoptère va tout faire pour régler ce problème. La solution, une manœuvre rapide pour prendre le vent de face. Pod et propulseurs d'étrave, si utiles lors des manœuvres amphibies, sont là aussi. Un atout majeur lors des opérations aériennes.
Le bateau utilise son extrême maniabilité pour orienter son pont d'envol face au vent et atténuer ainsi les turbulences. Contrairement à terre, le sol d'un port-hélicoptère en pleine mer bouge. Le Tonnerre, comme tous les navires, subit les mouvements des vagues. Par beau temps et mer d'huile, on peine à imaginer l'effet de la houle sur un pont d'envol. Voici des images exceptionnelles prises par la marine danoise. L'hélicoptère tente désespérément d'apponter. Le pont est chahuté comme le serait un wagonnet sur des montagnes russes. Pour le pilote, c'est une bataille de chaque instant contre les éléments. Il lutte pour ne finir ni à la mer, ni écrasé contre le bâtiment. Heureusement, là encore, le BPC réduit les risques grâce à son gabarit. L'avantage du BPC, par sa taille et par sa masse, c'est un bâtiment qui a de l'inertie, donc qui bouge peu. Mais le gabarit ne fait pas tout. Le navire possède une arme secrète qui le protège du roulis le plus violent. Pour la découvrir, il faut plonger sous la surface. On y rencontre 2 puissants ailerons qui se situent sur ses flancs. Quand la houle se forme, le navire déploie ses ailerons. C'est un petit peu comme si le BPC étendait ses bras sous l'eau et du coup, quand il a tendance à partir d'un côté, ça appuie et ça donne une force de résistance et ça limite le roulis. Un logiciel ultra performant agit sur d'immenses vérins et détermine le degré d'inclinaison des ailerons pour compenser au mieux les mouvements ressentis sur le pont. Donc, ce système est efficace puisqu'il permet de bien amortir les mouvements de roulis jusqu'à des états de mer 4 à 5 où le bateau bouge très peu grâce à ce système, alors qu'à l'extérieur, on a des vagues qui vont à 2,5 ou 3 mètres d'amplitude. Mais technologie ou pas, quand la mer est trop forte, tout repose sur la dextérité et l'entraînement du pilote. Il faut vraiment anticiper les mouvements du bateau, anticiper ses actions, la descente, la remontée du pont pour arriver à travailler en sécurité. Dernière difficulté pour mettre en œuvre en toute sécurité sa force aérienne, le Tonnerre doit être capable de ramener à bon port ses hélicos. C'est un aéroport flottant, c'est un aéroport qui se déplace. Donc lorsque l'on décolle et qu'on veut revenir à bord, l'aéroport n'est plus au même endroit. Donc c'est une difficulté à prendre en compte. Pour ces missions, l'hélicoptère s'éloigne du navire à des dizaines de kilomètres, de jour comme de nuit. Alors, quand il doit regagner sa base, il est parfois difficile de s'y retrouver dans l'immensité bleue. Ici, pas de montagne ou de ville pour servir de repère. Le risque est grand de se perdre. À court de carburant, la seule solution, c'est l'amérissage. Une manœuvre d'urgence à très haut risque. Pour éviter ce scénario catastrophe, les 3 BPC sont aussi bien équipés que les aéroports terrestres. Pour rallier le bateau, le principal moyen qu'on va utiliser, c'est le radar, soit le radar de l'hélicoptère, si l'hélicoptère en est doté, soit le radar du bateau. Sur le Tonnerre, c'est au centre des opérations que se relaient 24 heures sur 24 les contrôleurs aériens, prêts à répondre à l'appel de détresse de l'un des leurs. On a à bord donc des contrôleurs d'approche qui sont capables de prendre le contrôle serré sur l'hélicoptère et de le guider jusqu'à ce qu'il puisse prendre en visuel le bateau, même si le pilote ne voit rien. C'est grâce au radar d'une portée de 50 km que les contrôleurs localisent précisément les pilotes et leur indiquent comment rentrer à bon port. 305 le cap, vous êtes sur l'axe. Le contrôleur nous fait descendre jusqu'à sensiblement la hauteur du bâtiment au-dessus de l'eau. Le but étant de reprendre le visuel du sillage du bâtiment, sillage qu'on va remonter comme un petit chemin de cailloux blancs jusqu'à retrouver le bateau. Le pont est éclairé comme à terre.
C'est habituel pour un aéroport, mais ici, la nuit, la seule chose qui distingue le tonnerre de la mer, un appontage réussi d'un accident, c'est cette frontière lumineuse. Le Tonnerre, en service actif depuis 2007, est un navire qui impressionne par son incroyable polyvalence. Sa taille imposante lui permet de remplir un large spectre militaire. Transformation en port de pleine mer, capable de rester en autoposition. Transport des troupes et du matériel grâce à un navire amphibie unique au monde, mi-catamaran, mi-chaland. Porte-hélicoptère géant et d'une stabilité inégalée, capable d'assurer des missions de jour comme de nuit. Hôpital ultramoderne, le plus grand de la marine. Centre opérationnel d'état-major complet à la pointe des communications. Sa polyvalence si précieuse en temps de guerre est aussi un atout inestimable en temps de paix, comme l'a démontré brillamment ce navire après l'ouragan Irma qui a frappé les Antilles en septembre 2017.